Alors, j'inviterai maintenant nos prochains participants à la table ronde sur les enjeux économiques. Donc, on a quatre ou cinq intervenants. Nathalie Blais de Télé-Québec, qui est avocate et elle est à la direction générale principal et au secrétariat corporatif donc, de Télé-Québec. Jean-Robert Bisaillon d'Iconoclast, fondateur donc, et actionnaire majoritaire d'Iconoclast Musique, qui est une entreprise de technologie de l'information et des communications dans le domaine de la culture. Et il est spécialisé dans la question des métadonnées. Il y a également David Bussière, David Bussière qu'on connaît bien, qui est auteur, compositeur, interprète. Il y forme avec Justine Laberge le duo Alpha Rococo. Il est aussi membre de l'Union des artistes et fait également partie du conseil d'administration d'Artisti, la société de gestion collective créée par l'UDA. Il est aussi membre de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec. Il y a également Guillaume Désiel qui est éditeur de musique, vulgarisateur et blogueur. Il a travaillé pour de nombreux médias et on l'a vu, on l'a su hier. C'est quelqu'un qui défend beaucoup la notion de la licence Creative Commons. Il veut en parler et que ça se sache et qu'on enlève donc les a priori qu'on pourrait avoir envers cette licence-là. Et pour terminer, Serge Sasseville de Québécois Média. Non, pas pour terminer, parce qu'on a quelqu'un d'autre. Non, c'est bien. Excusez-moi, là, ça va me prendre un 4e café. J'ai bien l'impression. Donc, Serge Sasseville, disais-je, vice-président principal affaires corporatives et institutionnelles de Québécois Média. Serge Sasseville assume la responsabilité des secteurs des affaires corporatives, des affaires réglementaires, des affaires institutionnelles, gouvernementales et des relations avec l'industrie. Premièrement, je voudrais vous remercier tout un chacun d'avoir accepté cette table ronde-là. On fait flèche de tout bois. Il y a vraiment toutes sortes d'opinions qui sont rassemblées autour de la table. Alors, je vous remercie chacun d'entre vous d'avoir accepté donc de venir discuter. Je sais que on ne parle pas de mêmes enjeux selon là où on se trouve. Et donc, on va parler de ces enjeux économiques. Et j'aimerais commencer dans un premier temps à faire un petit tour de table rapide pour que vous nous expliquiez actuellement les enjeux économiques autour de votre analyse là vers où l'industrie doit s'en aller. Ça tourne autour de quoi? Et j'aimerais commencer, avec vous, David Bussière, rapidement. Quels sont les enjeux dans le domaine qui vous concerne actuellement en regard du droit d'auteur? Oui, bien, en fait, c'est ça. En analysant la situation, je pense qu'un enjeu majeur, c'est l'opacité un petit peu des revenus qu'on peut générer ou qu'on peut recevoir, en fait, en tant que créateur, qu'artiste, qu'auteur, compositeur, interprète, en ce qui me concerne. Et puis, surtout, c'est ça, donc pour le streaming. Et à ce titre, je vais prendre juste quelques minutes j'ai vraiment fouillé dans mes rapports, en fait, pour vraiment établir exactement qu'est-ce qu'une chanson a rapporté, en fait. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire ça. Allez-y, non, c'est chouette d'en venir oui, c'est ça, parce qu'en fait, de la chose, en fait, on est rarement, à part les artistes qui surveillent un petit peu leurs affaires, on est rarement amené à vérifier les rapports et tout ça. Donc, par exemple, on a une chanson qui est sortie en 2014 qui s'appelle « Lumière », OK? Nous, on est donc auteur-compositeur à 100% de la chanson, et puis on est interprète aussi, et puis on est aussi coéditeur. Donc, en gros, on possède 75% des droits d'une chanson. Donc, j'ai vraiment vérifié tous les rapports donc, de Socan, de Sodrac, de Soproc, d'Artisti, ainsi que ce qui a été versé à notre label Coyote Records en streaming. Puis, sous notre structure, en fait, nous, on récolte 50% de la Soproc pour 7 ans, parce qu'on est en licence chez Coyote Records. Donc, on a 50% de la Soproc sur 7 ans. Et puis, on a également 40% de tous les revenus de streaming. Donc... 40% des revenus de streaming, vous devez vous mettre riche avec ça? Ah oui, c'est incroyable. D'ailleurs, à preuve... ah oui, c'est ça. Juste avant de donner les chiffres... à la radio BDS, donc conventionnelle, la chanson a atteint le numéro 5. Il y a eu approximativement 6000 rotations.
Sur Spotify, donc entre le 30 mai 2014 et le 1er avril 2015, il y a eu environ 30 000 streams. Et sur YouTube, il y a à peu près 60 000 vues du vidéoclip. Okay? Donc, en tout et partout, donc en droit d'auteur pour la radio, en fait, on a reçu 17 279,76. Okay? Donc, voilà. Alors que sur Spotify, on a reçu 8,50 pour les 30 000 spins, et sur YouTube, 151,37. Donc, par rotation radio, j'ai fait un prorata par rotation radio approximatif, mais c'est quand même près de la réalité, je crois. C'est 2,88 par... étant donné qu'on est coproducteur aussi, c'est sûr que ça aide. 2,88 par rotation radio. Et pour avoir $1, donc, c'est 0,35 rotation. Alors que par streaming sur Spotify, c'est 0,00028 par stream. C'est 4-0. Oui, c'est ça. Donc, 2 centièmes de sous. Donc, pour $1, ça prend 3529 streams. Et sur YouTube, c'est 5 dixièmes de sous par vue. Ça prend 198 vues pour avoir $1 dans notre cas, dans notre structure à nous, en ce qui nous concerne. Donc, voilà. Donc, si on se dirige vers un monde où le streaming remplace éventuellement la radio, devient vraiment le mode principal de consommation ici au Québec, on va assister à la mort annoncée, en fait, des auteurs, compositeurs, interprètes d'ici. Donc, c'est le constat. C'est très intéressant. C'est un reality check. Là, on a les chiffres. C'est sonnant et trébuchant par plateforme. Merci beaucoup pour ça. Oui, donc en fait, le simple, l'extrait est sorti en mai 2014. L'album est sorti en septembre 2014, donc l'extrait est sorti un peu avant. Donc, mai 2014 jusqu'à 30 septembre 2015. Donc, merci beaucoup. Tiens, je voudrais que vous enchaîniez, Guillaume Désiel. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Parce que la question des droits, vous êtes très impliqué là-dedans, les licences également, Creative Commons. Comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre? D'abord, je trouve que c'est une démonstration de transparence éloquente. Merci beaucoup. Les 3 premiers jours de la semaine ici, il y a eu aussi des discussions sur la mesure du succès. Je pense que ça soulève d'abord et avant tout l'importance d'avoir non seulement accès aux chiffres d'Alpha Rococo, mais d'avoir accès aux chiffres de tout le monde. Parce qu'on est tous un petit peu moins niaiseux en se couchant le soir quand on peut se comparer aux autres et on est collectivement plus intelligents. Puis je pense qu'il y a une démobilisation du milieu, justement, parce qu'il y a une ignorance maintenue dans le milieu. Donc, je pense que la transparence est un enjeu très important pour le développement économique de l'industrie culturelle dans l'environnement numérique à venir. D'une part, il y a aussi la dimension d'équitabilité. On voit très bien qu'il y a certainement un débalancement parce que dans la chaîne de valeur entre les ayants droit, puis on a un cas patent de gens qui sont auteurs, compositeurs, interprètes, musiciens, copropriétaires des bandes maîtresses ou propriétaires en fait, vous avez un partage de revenus. Et donc, vous êtes les choyés, je dirais, de notre industrie, parce que ce ne sont pas tous les artistes qui sont dans cette situation-là. Vous êtes des autotoutes, ou presque. Alors, je pense que vous avez nécessairement des beaux chiffres comparés à d'autres personnes. Donc ça, c'est une belle situation. C'est une belle situation, oui. C'est mon analyse, c'est que, 17 000 $, tu sais, en fait, ça donne une idée très claire. Quand on est au top des sommets BDS, qu'est-ce que ça peut rapporter? Mais pensez aux autres aussi qui ont très peu de streaming et puis tout ça. Je ne suis pas nécessairement juste là pour défendre ces gens-là. Je veux dire, j'ai été moi-même éditeur de chansons qui ont tourné à la radio dans les tops BDS. Mais il faut faire partie des choyés. Alors, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Je considère que la loi du 80-20 doit s'appliquer. Il doit y avoir nécessairement 80% des revenus aussi qui sont appliqués sur 20% des membres. Donc,
il y a nécessairement un débalancement. Donc, la transparence pourrait peut-être éventuellement mener vers une équitabilité de la répartition entre les membres, bien sûr, mais aussi entre les différents joueurs de la chaîne de valeur. Donc, au-delà de la création, de la production, il y a aussi la distribution, la transportabilité, la mise à disposition, les différents opérateurs, les vitrines qui vont utiliser cette musique-là pour éventuellement vendre des revenus publicitaires et toutes sortes de choses ou des revenus d'abonnement. Je pense qu'il y a un gros travail de répartition de ces revenus-là. Et on l'a vu récemment, je pense ce matin, c'est Nicolas qui a fait, en fait, allusion au fait que les opérateurs, les Spotify, les différentes vitrines ont des marges de profit beaucoup plus intéressantes peut-être que celles des fournisseurs d'accès Internet, mais il reste quand même que si on regarde sur l'ensemble de ces parts de marché-là ou de profit, c'est faramineux comparativement à ce que vous recevez. Donc, il y a un gros travail d'équitabilité à faire à terme. À part peut-être Amazon, hein, qui a des marges de profit vraiment, ils font pitié. Faméliques. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils investissent, c'est quand même dans la brique et le mortier, c'est quand même un retour du balancier assez intéressant. Avant d'aller du côté de l'industrie des diffuseurs, j'aimerais vous entendre, Jean-Robert Bisaillon, parce que vous êtes très proche également de ce milieu-là. Vous avez même vous-même déjà été dans le milieu de la création musicale. Vous m'avez même fait acheter une cassette, une cassette 45 tours dans le temps. Ouais. C'était, je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je pense qu'il y a eu 2 cassettes singles chez Audiogramme à l'époque. Fait que, pas en tout cas, j'ai été en termes de quantité absolue, mais 2 titres parus. Donc, je vous ai donné quelques sous dans le temps et ça ne passait pas par des plateformes. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre là? À la fois ce que je viens d'entendre, mais aussi ce que j'ai entendu les 3 premiers jours de la semaine dans le cadre du colloque de l'OCCQ et de l'UNESCO. Puis je tiens aussi à remercier le ministère de la Culture et des Communications de nous offrir ces 2 journées de réflexion. Je pense que le milieu de plus en plus arrive pas mal à des constats convergents de plus en plus. Puis ça vaut vraiment le coup de se pencher à l'occasion sur ce genre de problématiques. Maintenant, moi, je commence à faire un peu d'information overload, si on peut dire. Je pense que c'est partagé par bien des gens ici. Et je ne dois pas être le seul. Et là, en ce qui me concerne, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, je dirais. Puis j'ai de la misère. Je pense M. Brunel a dit, il n'y a pas de solution miracle à quoi on est confronté. Il n'y a pas de silver bullet, comme le disent les Américains. Et moi, au moment où on se parle, je logeais plutôt du côté de ceux qui essayent par petits pas agiles, par le choix des combats, à essayer de faire évoluer la situation. Pour moi, le point central, le point de départ à titre d'artiste, justement, et de compositeur, ma grande frustration dans le passé, c'est toujours porté du côté de la mauvaise qualité de la reddition de comptes, les états de compte. Être capable de comprendre ce qu'on nous livre en matière d'informations liées aux droits qu'on est censé percevoir. Et pour moi, le numérique devait régler ça. Hein? Parce que là, c'est des 0 puis des 1, c'est facile. Là. Ouais. On fait juste computer, puis voilà, quoi. Enfin, on a des états de compte clairs, nets et précis. Mais ce n'est pas le cas. On voit des états de compte avec des millions de lignes d'information, puis on n'arrive pas à faire du sens avec ça. Donc, je pense qu'on doit réfléchir aussi à ces promesses du Web. On voit, par exemple, que lorsque je retire de l'argent à un guichet électronique, c'est débité assez rapidement dans mon compte de banque. Hein? Donc, la question du reporting, de reddition de compte de qualité, de transparence, mais aussi de reporting en temps réel, l'accélération de la vélocité des paiements vers les ayants droit est quelque chose vers lequel on devrait tendre. D'ailleurs, je suis membre du conseil d'administration de la SOCAN, puis je suis vraiment fier d'en faire partie parce qu'il y a vraiment des choix et des décisions qui sont prises en ce moment dans le sens d'améliorer cette vélocité de la rémunération. Justement, parlez-nous de cette nouvelle-là qu'on a vue hier, hein, qui a été qu'on a apprise hier sur l'achat par la SOCAN
d'une compagnie qui va aider justement à mieux comptabiliser ces choses-là. Qu'est-ce que c'est, ça, au juste? Bien, en fait, c'est l'acquisition de Medianet, qu'une entreprise américaine qui cumulait de l'information massive sur les répertoires puis sur les mouvements donc de flux monétaires dans l'industrie. M. Brunet a fait mention tantôt de ces nouveaux acteurs privés qui viennent occuper des positions clés parce que parfois les sociétés de gestion collective ou les mécaniques traditionnelles arrivent plus ou moins à remplir leurs promesses, puis on a des gens qui, tu sais, je veux dire, sautent sur l'opportunité d'offrir des services pour essayer d'améliorer cette reddition de comptes-là, justement. Ce que je dois dire, c'est que la SOCAN a fait, comme je l'ai fait, a pris parti pour la métadonnée. Et pour la donnée éventuellement, mais en amont de la donnée, il y a la métadonnée. Et pour moi, c'est fondamental d'insister sur le prérequis de la métadonnée, la valeur de l'information, si on veut ultimement être capable de faire une reddition de compte davantage transparente, puis si on veut aussi être capable de négocier à la rigueur, là je fais un petit bout additionnel pour arriver à Fair Trade Music, mais si on a un peu plus de transparence dans la reddition de compte, éventuellement, on est peut-être capable de s'asseoir et de renégocier ou de discuter les parts. Parce que maintenant, dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'il faut savoir là où va l'argent, qui retire quoi. Et ça, malgré donc cette débauche de numérique, on n'est pas capable de le faire encore. Bien, il ne faut pas que la débauche de numérique devienne un motif additionnel d'ajouter de l'opacité. On en a parlé ces jours-ci, justement. Donc, pour moi, la question du prérequis de la métadonnée vient potentiellement offrir une solution à cette problématique d'opacité. Et là, je vais essayer d'être le plus vite possible, mais il y a la question de la certification équitable, puis on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais l'idée, c'est d'essayer de stimuler une transparence, une plus grande transparence, plus fondée sur la responsabilité corporative et en stimulant les incitatifs concurrentiels. On est peut-être idéaliste, on l'est, je l'avoue, mais c'est justement un choix de combat. On se dit qu'il y a déjà un premier album indépendant qui a été certifié il y a une semaine et demie, l'album de Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, qui est un très gros vendeur, qui a été certifié équitable, un release, une parution équitable. On va y aller par étapes pour éventuellement essayer de certifier l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur, mais pour l'instant, on s'en tient à un album indépendant. Et le cas de c'est un gros indépendant, il faut le dire. David est vraiment pas loin de pouvoir satisfaire aux critères d'éligibilité, d'ailleurs. Bien, merci. On va peut-être passer aux autres intervenants et on reviendra avec la suite de votre réflexion. Merci, Jean-Robert Bisaillon. J'aimerais peut-être continuer avec Serge Sasseville. Serge Sasseville, dans votre domaine, quels sont les enjeux économiques reliés aux droits d'auteur? OK. En fait, quand vous dites... Parce que vous représentez un gros joueur, là, on va le dire comme ça, c'est un euphémisme. Hein? Oui, qui est dans plusieurs secteurs d'activité, mais ce matin, on m'a demandé, les organisateurs du forum m'ont demandé, pas de parler de droits d'auteur au sens strict, mais plutôt de comment la nouvelle donne numérique avait bouleversé les modèles d'affaires dans le domaine de la télévision, donc de l'audiovisuel. Les enjeux sont multiples. On a d'abord des audiences qui migrent vers le multiplateforme. Puis on en a beaucoup parlé ce matin, là, les géants américains comme Google, Apple, Netflix, YouTube, Facebook, Amazon, qui sont de plus en plus présents, qui ne sont pas réglementés au Canada. Avant, dans notre industrie, on faisait affaire à des concurrents, soit provinciaux ou nationaux. Maintenant, on est confronté à une concurrence internationale, planétaire. On vit aussi une explosion, une disponibilité des contenus sur les services OTT comme Netflix, Amazon, Publico, Shomi, Crave TV, qui ont fait naître un nouveau phénomène qui est le binge-watching, ou l'écoute en rafale d'émissions, surtout des séries de télé. Et ça a créé un besoin sans précédent là, de contenu. Les abonnés écoutent des séries en rafale, puis quand ils en ont fini une, ils en veulent une autre, puis ils la veulent tout de suite. Ce qui est un gros problème pour nous au Québec, parce que ça provoque un essoufflement du financement. On n'a pas, même si on est une grosse corporation, on n'a pas les moyens de Netflix, qui juste en 2016 va investir 5 milliards de dollars en programmation, incluant 31 séries originales en exclusivité. Finalement, il y a une fragmentation des revenus publicitaires qui, elle, découle de la fragmentation des auditoires. On prévoit que de 2014 à 2017,
il va y avoir 770 millions de dollars de moins en revenus publicitaires. Puis ça, c'est des sommes en moins pour financer la production de contenu canadien. Il y a Au Canada? Au Canada. Entre 2014 et 2017, oui. moins 770 millions oui. de revenus publicitaires oui. Oui. pour les télévisions. Ben, en fait, ça couvre l'industrie de la publicité de façon générale. En général, OK, oui. parfait. Oui. Tout le monde est en diminution, sauf le numérique. Donc, on pourrait dire que la publicité sur le numérique est en hausse, ça pourrait être une bonne nouvelle, mais non, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que 83% des dépenses en publicité en numérique, ça quitte le Canada. Ça va vers les moteurs de recherche, vers Google, vers YouTube. Donc, ce n'est pas de l'argent qui reste dans le système dont les diffuseurs peuvent profiter pour financer la production. En fait, de 2010 à 2014, les chaînes traditionnelles privées au Canada ont perdu plus de 16% de leurs revenus publicitaires. Maintenant, au niveau de l'industrie au Québec, on est encore, à cause de nos moyens, là, trop orienté vers l'importation, l'adaptation, plutôt que vers la création originale de formats. Par format, j'entends des émissions comme La Voix à TVA ou Tout le monde en parle à Radio-Canada. On se retrouve donc avec moins de propriété intellectuelle, là, si on veut parler de droits d'auteur. On crée moins de valeur à long terme, puis faute de moyens, on devient encore plus dépendant des importations de formats étrangers. Pour assurer la pérennité de l'industrie, on ne peut plus se limiter au marché du Québec. On ne peut plus continuer à opérer dans le cadre actuel de l'écosystème. Il faut viser le marché international. On voit des solutions qui commencent à émerger ailleurs. L'industrie se transforme. L'heure n'est plus à la confrontation, est au partenariat, à la consolidation, à l'intégration des acteurs en création, en production, en diffusion, en distribution pour pouvoir saisir les opportunités sur l'ensemble des plateformes puis sur le marché international. Ça nous prend des joueurs solides qui ont la capacité de financer des productions, devenir concurrentiels à l'échelle mondiale, qui vont générer de la valeur puis qui vont créer des emplois. Il faut instaurer des incitatifs financiers pour que, dès les premières étapes de la création d'une émission, le projet puisse être développé avec une visée internationale. Il faut motiver la prise de risque parce que dans le système actuel, on ne prend pas beaucoup de risques parce que le système n'incite pas à prendre des risques. Il faut revoir les structures, les modes, les programmes de financement de la production pour refléter les problématiques, la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Il faut cesser de discriminer les diffuseurs privés, notamment en matière de crédit d'impôt. Ça nous prend des règles qui vont permettre une vraie relation de partenariat entre les producteurs et les diffuseurs, alors que dans le cadre actuel, on voit plus le producteur comme un fournisseur et le diffuseur comme un client. Il faut changer ça. Merci, Serge Sasseville. On va passer à vous, Nathalie Blais, chez Télé-Québec. L'enjeu chez Télé-Québec, en regard aux droits d'auteur, il est quoi? Bien, en fait, c'est sûr que nous, on est un plus petit joueur, évidemment. On a les mêmes enjeux que les plus gros diffuseurs, donc télédiffuseurs, les pertes de revenus publicitaires, vraiment les mêmes enjeux. Mais en plus, je dirais qu'un de nos gros enjeux en tant que diffuseur numérique, c'est la gestion, la complexité de la gestion du droit d'auteur. Donc, oui, parce que avec votre plateforme, la Fabrique culturelle, ça a été au cœur. Hein? Je m'en souviens, on avait reçu les gens de la Fabrique culturelle à l'émission à la Sphère quand ça avait été lancé, et ça faisait partie des doléances du milieu culturel déjà à l'époque. Effectivement, pour ce qui est de la Fabrique culturelle, on se retrouve avec beaucoup de sociétés de gestion différentes, les associations. On a réussi avec plusieurs à faire des lettres d'entente particulières pour ce projet-là. Mais je pense que on parlait de convergence, de gestion collective. On espère qu'on s'en va là parce que c'est très compliqué et c'est très coûteux aussi au niveau du temps de gestion qu'on y met. Je pense que cet argent-là devrait plutôt être redistribué aux créateurs plutôt qu'être mis en gestion parce que nous, on doit libérer tous ces droits-là. On doit chercher les ayants droit. Ça, c'est un autre aspect parce qu'on ne les trouve pas toujours facilement. Ouais, Nicolas Bentin le disait ce matin. Hein, si les sociétés c'était plus efficient, fatalement, il y aurait plus d'argent qui irait aux créateurs. Ouais. Dites-moi, il y a quand même, avec la Fabrique culturelle, vous avez créé votre propre plateforme, donc, qui n'est pas intégrée aux géants. Vous n'avez pas choisi YouTube pour diffuser vos trucs. Ça a un impact, ça, quand même, sur le rayonnement de ces produits-là, non?
Oui, je pense que c'est certain, mais en même temps, on est un organisme gouvernemental, puis je pense que le mandat de Télé-Québec voulait qu'on puisse faire rayonner la culture sur une plateforme particulière. Qu'est-ce qui vous arrangerait chez vous dans la refonte du droit? Qu'est-ce qui vous aiderait à justement mieux payer vos gens ou à faire rayonner les produits? Vous avez une baguette magique, là, vous pouvez changer la loi. Vous faites quoi? Bien, très naïvement, premièrement, si on pouvait avoir une licence unique qui nous permettrait d'exploiter, c'est très naïf. Puis je sais que c'est pas. On n'est pas là pour faire la loi, on est là pour si on est là pour rêver, si on est là pour rêver, évidemment. Il y a toute la question aussi, évidemment, comme plusieurs l'ont mentionné, les gens qui ont de la bande passante, ceux-là ne payent pas, puis ils ne redonnent pas au système. Je pense que ça, c'est un enjeu majeur pour des petits joueurs qui, particulièrement comme nous, on peut pas... nous, on est comme perdants des deux côtés. Quand on a plus de succès, donc ça nous coûte plus cher de bande passante, on n'est pas intégré comme plusieurs autres joueurs. Donc, ça serait une législation qui permettrait de redistribuer, finalement d'adapter, je dirais, au numérique, tous les modes qui sont présentement... on sait, ça revient souvent. J'aimerais revenir avec vous, Serge Sasseville, dans la question des câbleaux. Vous devez, avec Vidéotron notamment, pour les licences du CRTC, vous devez donc redistribuer une partie de l'argent des câbleaux dans de la production locale, notamment avec Vox. Est-ce que ça, c'est pensable de se dire que dans le monde du numérique, on pourrait avoir ce genre de modèle-là? C'est une grosse question, hein? La question, c'est ça. Est-ce que vous oui, voulez? un instant. La question, c'est est-ce que vous voulez? Non, mais c'est parce qu'il y a un cadre légal. Moi, je veux dire, j'ai été employé de Vox parce qu'il y avait un cadre légal qui obligeait Vox à faire de la production. J'ai proposé un projet et j'ai fait une émission à Québec parce qu'il y avait ce cadre légal-là. Oui, en fait, la règle, c'est que les entreprises de télédistribution, c'est pas juste les câbleaux, c'est tous ceux qui distribuent la télévision, les satellites, fibres, etc., doivent verser 5 % de leurs revenus de télédistribution à des fonds comme le Fonds des médias du Canada, des fonds indépendants ou à la télévision communautaire comme Vox. C'est la règle. Maintenant, quand vous parlez de numérique, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous voulez dire exactement? Bien, par exemple, dans les abonnements qui sont quand même assez onéreux, que ce soit la téléphonie cellulaire ou encore le web, c'est là que ça nous coûte cher. Parce que quand on s'abonne à des séries, on va, pardonnez-moi l'expression, mais on va péter notre forfait là, assez souvent. Et votre question, c'est quoi exactement? Est-ce que cet argent-là peut être redistribué dans la production? Écoutez, locale? Les plus grosses entreprises qui fournissent des services Internet et qui fournissent de la téléphonie mobile font partie de compagnies intégrées qui ont une composante en télédistribution qui contribue amplement au financement de la production audiovisuelle canadienne. On parle au niveau du Canada de plusieurs centaines de millions de dollars par année. Plutôt que d'imposer une taxe à ces entreprises-là, il faudrait plutôt alléger le fardeau réglementaire de leurs composantes de télédiffusion et de télédistribution pour qu'elles soient en mesure de concurrencer à armes égales avec les géants internationaux comme Netflix, alors qu'un service OTT comme Netflix consomme au Canada 37 % de la bande passante en heure de grande écoute et ne paie absolument rien. Ouais. Ça oblige les entreprises à investir dans leur réseau Internet et mobile des sommes faramineuses. On parle de centaines de millions de dollars juste pour faire face à la demande de Netflix. Ils doivent investir d'autres centaines de millions de dollars toujours que leur réseau soit plus performant pour répondre aux besoins de leurs clients, mais pour aussi répondre aux nouveautés technologiques dont les gens se servent. Et ça ne serait pas une solution de les taxer davantage parce que ce qu'on risque d'avoir, c'est des réseaux qui sont moins performants, puis ça, les créateurs, puis les différents intervenants dans la chaîne des industries culturelles vont en souffrir. Puis,
évidemment, la facture va être aussi en partie refilée au consommateur. Puis ça cause un autre problème. C'est que si le service est trop onéreux, ça va poser un problème d'accès aux services Internet et aux services mobiles qui, aujourd'hui, on le sait, sont essentiels. Et d'une certaine manière, ça protège peut-être aussi contre l'envahissement du streaming parce que ça nous coûte déjà assez cher. On ne sera pas sur la 3G à écouter du Spotify. En tout cas, moi, je le fais pas. Est-ce qu'il faudrait penser à une meilleure redistribution, justement? Claude Brunet l'a souligné tout à l'heure, hein, Netflix, c'est le Uber, je ne dirais pas de la câblo, mais enfin de la production télévisuelle. Est-ce qu'il faudrait penser une meilleure manière d'encadrer ces productions-là? Parce qu'on s'est beaucoup énervé autour d'Uber ces derniers temps. Et Netflix, pourtant, ça passe comme une lettre à la poste. On est tous ou presque abonnés, on regarde des séries là-dessus et ils font énormément d'argent, vous l'avez dit. La production, c'est quoi déjà? C'est 5 milliards? Netflix, c'est 5 milliards cette année. Et pour leur programmation en entier, mais ça inclut 31 séries originales en exclusivité, là, comme House of Cards, Orange is the New Black. Ils en font 31 cette année. Je voudrais vous entendre là-dessus, Jean-Robert et Guillaume. Est-ce qu'il faut être plus agressif envers ces acteurs-là qui viennent se servir? On leur donne beaucoup d'argent et ne donnent absolument rien en retour en taxes à la production locale, aux artistes. C'est quand même un gros problème, ça. Je ne suis pas un spécialiste, donc je ne m'avancerai pas trop, mais il y a une chose qui m'apparaît évidente, c'est la question de la taxe de vente. Je ne sais pas, c'est comme l'éléphant dans la pièce pour moi. Comment se fait-il que ces plateformes mondiales-là vendent en territoire québécois ou canadien, mais ne paient pas les taxes de vente? Après ça, ce qu'on ferait de la taxe... Ouais. Après ça, ce qu'on fera de la taxe de vente, peut-être faudrait y réfléchir aussi, parce qu'on ne veut pas nécessairement que ça s'en a, je ne sais pas moi, renflouer des déficits qui ne sont pas les nôtres. Mm-hmm. Mais en tout cas, je pense que Serge peut certainement épiloguer là-dessus. En fait, c'est une de mes batailles en ce moment, là. Et on parle beaucoup de Netflix là-dessus, mais il n'y a pas juste Netflix, là. Je pense que Peter Simons a été assez vocal dans les dernières semaines là-dessus. On a une économie qui migre vers le numérique. Alors, le commerce électronique, en ce moment, est dominé par des joueurs étrangers. Et lorsqu'ils font affaire avec des consommateurs canadiens, très souvent, dans le cas de Netflix, c'est clair, il y a pas de taxe de vente provinciale qui est perçue. Il n'y a pas de TPS non plus qui est perçu. Alors, ça a deux effets. Bon, premièrement, c'est qu'il y a des entreprises canadiennes qui essayent de leur faire concurrence. Dans le cas de Netflix, chez nous, c'est Club Illico. Bien, Club Illico, c'est 9,99 plus TPS plus TVQ. Netflix, c'est 9,99, pas de taxe. Déjà, tu es désavantagé par rapport aux concurrents étrangers, mais en plus de ça, avec une économie qui migre vers le numérique, les gouvernements, c'est des fonds qui perdent. Quand c'était, par exemple, si on parle du commerce de détail, quand tu allais acheter dans un magasin en briques et en béton, bien, tu payais les taxes au Canada. Là. Mais là, si tu achètes en ligne à l'étranger et que tu ne payes pas, mais c'est des sommes qui sont en moins dans les coffres du gouvernement. Puis effectivement, on pourra discuter de ce que le gouvernement pourra faire après avec ces sommes-là qui percevront notamment des joueurs dans l'industrie culturelle. Mm-hmm. Oui, merci. Guillaume, la question de la taxation de ces entreprises-là, est-ce que c'est une manière d'envisager une solution à une meilleure répartition de la richesse? Parce qu'il en circule beaucoup de l'argent. Là. On s'en rend compte avec les chiffres de production de Netflix. Poser la question, c'est d'y répondre. Là. Ça m'apparaît assez évident. Mais pourquoi il n'y a pas plus de conscientisation? On s'énerve avec Uber et on ne s'énerve pas avec je pense qu'Uber ouvre la porte un petit peu à la conscientisation. Là. On a vu les discours lors de la commission. On a vu les discours assez démagogiques, à mon avis, de ces gens-là qui essaient de défendre une position qui est très loin d'être un citoyen corporatif exemplaire. Alors, je pense qu'il y a ça. Mais ce qui m'amène à glisser tranquillement sur un autre sujet, c'est en parlant de citoyen corporatif exemplaire, c'est que je peux comprendre, Serge Sasseville, je peux comprendre effectivement que c'est lourd d'opération de déployer des réseaux de télécommunications pour permettre aux gens de consommer leurs interactions, leurs conversations et leur culture. Mais on ne pourra pas s'en sauver. Il y a nécessairement de la culture qui est consommée à travers ça. Et quand je suis, hier, bien innocemment, j'ai fait
une petite enquête. Je suis allé sur le site de Vidéotron, j'ai vu que le forfait à 32,95 $ de base permettait, entre autres, ça me donnait 20 gigs et ça me disait textuellement, bien, ça te permet de télécharger 800 chansons. Quand vous faites la promotion de votre service en vendant les mérites, que vous n'allez pas compter les 0 puis les 1 des consommations Spotify, on est loin de la nette neutralité aussi. On s'en éloigne vachement. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus sur, vous n'avez pas un petit inconfort à ce sujet-là et est-ce que ce ne serait pas bien, justement, en tant que bon citoyen corporatif, de pouvoir un peu juste retourner une petite partie de vos revenus, pas grand-chose, mais juste pour dire merci à la culture de participer à votre marketing? J'ai pas vu l'annonce à laquelle vous faites référence là, sur les 800 chansons. Mais je serais très surpris que l'annonce incite à télécharger illégalement des chansons. Il y a du téléchargement illégal de chansons. Il y a du téléchargement légal de chansons aussi. En ce qui concerne Musique illimitée, je ne suis pas d'accord avec vous. Musique illimitée respecte les principes de nette neutralité. C'est au contraire, ça incite les clients à écouter de la musique sur des services qui, on peut argumenter sur la rémunération que les artistes tirent en bout de ligne, mais on n'est pas dans le piratage. C'est quand même des services légaux. Sur la contribution des fournisseurs d'accès à Internet, puis je tiens à le préciser aussi parce qu'on parlait tout à l'heure des marges des fournisseurs d'accès à Internet qui étaient moins élevées que celles des joueurs américains, mais on parle justement de marge. Puis quand on parle de marge, c'est dans les états financiers avant ce qu'on appelle les dépenses en capital, puis ça, c'est les investissements dans les réseaux. Puis les investissements dans les réseaux, c'est des centaines de millions de dollars par année dans le cas de Vidéotron, dans le cas de tous les autres joueurs aussi. Alors, il faut faire attention quand on discute de considérations financières, il faut vraiment regarder les bons chiffres, là. Merci, Serge. On va prendre une question, une seule question, et après ça, on va passer à une petite pause parce qu'on a pris un peu de retard. Donc, allez-y avec votre question, monsieur. Okay, donc, je suis Alain Lauzon, je suis directeur général de la SODRAC, donc les droits de reproduction au niveau des auteurs, compositeurs et des éditeurs, aussi en art visuel. Deux commentaires. David, juste pour te dire, la SODRAC, malgré que Spotify soit ici depuis juillet 2014, au mois de juin, on va faire les premières distributions, répartitions au niveau du streaming. Puis c'est ce que ça va augmenter? Pardon? Est-ce que ça va augmenter la part qui oui, va au lieu de recevoir? 2,25, ça va être 4,25 peut-être. Ou peut-être ça va être minime là encore. Non, il était à 8,50. Tantôt, 8,50. Bon, tantôt, on va parler un petit peu des sociétés de gestion collective. Je parlerai un petit peu de ce contexte-là au niveau du monétaire. L'autre chose... moi, j'aimerais féliciter Serge pour sa présence au niveau du droit d'auteur, parce que Serge, en termes de Vidéotron, puis on négocie différentes choses auxquelles on peut ne pas être d'accord sur le contenu, sur la valeur et tout ça au niveau du droit. Mais quand on a commencé à parler, il y a plusieurs années, de la responsabilité des FAI, Québécois était un des seuls qui avait une ouverture par rapport à l'ensemble des collègues canadiens reliés à un versement quelconque des FAI, mais on vit dans un contexte de compétition, et ça je comprends, et on vit dans un contexte de loi qui n'est pas changé, et est-ce qu'il pourrait y avoir une volonté de contribuer plus? Oui, mais on vit aussi des contextes de compétition. Et par rapport aux commentaires que vous avez faits vis-à-vis de la bande passante de Netflix et tout ça, moi, je pense que ce qui est en train d'être fait, j'espère du moins, ce qui est en train d'être fait ici, mais aussi au niveau du gouvernement fédéral, pour regarder l'ensemble des lois, je pense qu'une meilleure connaissance, tant du côté des sociétés de gestion, du côté des auteurs, mais du côté des opérateurs et des droits qui sont là, versus les productions locales et les productions internationales, je pense que dans son ensemble, il y a une grande réflexion par rapport à cela. Alors, merci beaucoup. Ça va mettre fin à cette table ronde sur les enjeux économiques. Merci à vous tous. On va prendre une petite pause d'une dizaine de minutes seulement pour qu'on puisse arriver donc à l'heure du midi à la bonne heure. Donc, 10 minutes de pause et on se revoit dans quelques minutes. Merci.